Carrément à l'est de James Solin, mission en Balanclavie, aux éditions AO. Prologue. C'est qui ce gars déjà ? Cette silhouette somnolente marinant sur un banc du boulevard. Ce sac à vachis reprisé de tissu sans couleur. À qui cette barbe bouffée par les algues ? Mais c'est Roy, mon camarade Roy, largué au milieu de nos restes des cagettes à poissons et des fruits pourris. En rade, toi le héros du Cosmo World. Il me reconnaît. Un signe de la main, avec 2 doigts noirs et hésitants. Le signe qu'on n'oublie jamais, celui de la camaraderie. Celui qu'on s'est inventé tout là-bas entre nous, il y a plus de 20 ans, au cœur du Cosmo World. Oui, c'est bien le signe de reconnaissance, le nôtre, puisque les guerrilleros ne se distinguaient qu'à leur croisement de doigts. « Tu te souviens de moi, vieux brigand ? Et comment ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? On dirait un déchet. Toi, mon vieux camarade de l'école des travaux publics, tu ne vaux pas mieux que moi. » Il me tend sa bouteille. Je suis pas très chaud pour me casser la tête avec son torboyau. Mais entre anciens combattants de l'YCQF, cela ne se refuse pas. Nous sommes des vétérans, nous autres. Cohésion, esprit de corps, entraide et tout le bordel. Je m'assois à ses côtés et je porte le goulot à mes lèvres. Toi aussi, ça ne va pas fort. Révoqué ? Remarque, je m'en serais douté. Le ministère de l'équipement t'a définitivement viré ? Une dernière connerie ? Celle de trop ? Comment ça ? Après ton retour de Balanclavie, tu as voulu construire un tunnel dans les flancs blancs du Vercors ? Les véhicules auraient dû se croiser. Je te crois sur le dessin, il devait y avoir largement la place. La foudre. Le destin t'ont frappé avec un carton dès le jour de l'ouverture. 2 crétins pressés qui se percutent plein fer. Remarque, moi ce n'est pas mieux. Ils ont tenté de m'enfermer. Tiens, repasse-moi la boutanche. Qui ça, ils ? Je sais pas. Les gars. Eux. Ceux qui marchent autour de nous. Ceux-là, là-bas. Tous ces sales types de l'international. Pas nous, quoi. Enfin, je ne sais plus précisément. De toute façon, il me paraît que je délire. D'après les docteurs, cela viendrait du cerveau. Désormais, je vois tout en orange. Et puis, des femmes m'apparaissent, d'un coup, comme ça, brusquement, devant les yeux. Si je me souviens du Cosmo World, comment voudrais-tu que je l'oublie ? Là-bas, tu m'avais dit un jour, les oiseaux tombent comme les gargouilles au jeu de bilboquet. Cette phrase m'accompagne toujours. C'est devenu ma devise, ma bouée, mon antienne. Je l'ai affichée dans ma chambre à l'hôpital. Pour moi, toute espèce de sens s'est définitivement dissoute dans le grand cirque. Je passe ma vie sous le plus grand chapiteau du monde à faire le guignol, le gugus, le singe. L'alcool de Roy me monte au cerveau. Il se mêle aux médicaments. Je déconnecte un peu plus. Direction nulle part, me dit-il. Oui, d'accord, si tu veux. Mais alors, s'il te plaît, Roy, par le chemin le plus beau. Et puis, prends-moi aussi un peu la main. Volontaire pour l'YCQF. Le cœur montagneux de la Balanclavie se réveille doucement, affreusement amoché. Un doigt sur la carte, et voilà 3 tribus qui s'affrontent. Dracovites, reconnaissables à leur moustache pointée vers le bas, Berzites, moustache vers le haut, et Sagudates, une en haut et une en bas. Les internationaux sont venus reconstruire. Notre pays participe à l'aventure et détache des agents dans une constellation d'organismes aux objectifs imprécis. Le ministère de l'Équipement exile quelques ingénieurs dans une organisation internationale, l'YCQF, chargée de reconstruire le réseau routier. YCQF ? Je ne sais plus ce que cela veut dire. Je crois que c'était l'acronyme de Yaka Faucon. Mais cela ne correspond pas bien, voire pas du tout. C'est comme l'international. La Balanclavie et les balanclaves de tout poil. Les docteurs ne veulent plus en entendre parler. Il faut que j'emploie les vrais noms. Cela va m'aider à guérir. Mais que la faculté aille se faire traire dans les grandes largeurs. Les toubibs, les psys, les thérapeutes, vous n'y êtes pas allés, vous, là-bas. Et puis le malade, l'inadapté, c'est moi, pas vous. Faut quand même qu'il y ait quelques avantages à ma situation, non ? Je dis ce que je veux, un point c'est tout, sinon j'arrête. Le problème pour l'YCQF, c'est de dénicher les volontaires. On ne se bat pas pour construire en Balanclavie. On préfère sa petite bretelle d'autoroute pépère, au chaud,
les pieds dans les Charentaises, dans son canton de Bourg-la-Reine. Construire des ponts suspendus sur l'inconnu au milieu des balles traçantes et des obus, ça n'attire pas vraiment. Mais quelle belle occasion pour l'administration d'éloigner deux rigolos comme Roy et moi, deux fonctionnaires soi-disant à problème. Zinc épileptique. Je vole vers Bilageco, capitale de la Ballenclavie, une fin d'après-midi d'hiver dans un avion sans livrée. Au travers des hublots, du vent et des gouttes. Le zinc épileptique est pris dans les rouleaux et il se secoue dans tous les sens. À croire qu'il s'est perdu. Le shaker n'arrête pas de s'agiter. Je suis sûr qu'ils ne trouvent pas la piste, ces idiots. Ça y est. Les moteurs sont plus puissants. Mais on remonte, ils virent, un coup à droite, un coup à gauche, aérofrein, on remet les gaz. Pourtant, le voyage n'a pas trop mal commencé. À l'aéroport, je me suis glissé dans l'avion avec une horde hirsute de réfugiés éructants, chointants, vociférant dans des langues gutturales et sifflantes. Les voyageurs ploient comme des sherpas excédés et souffreteux, sous les sacs pour marcher et les paquets odorants. Mon voisin de droite est un athlète, Sid, un type très grand, qui saute en hauteur. Il a un mal fou à déployer ses immenses guiboles. Le gars fait plus de 2 mètres. Il revient d'un meeting où il s'est claqué un muscle à l'échauffement. La jambe raide, pas question de la plier. Il l'étend dans la travée centrale et quand le chariot des hôtesses bavaroises le percute, il serre les dents. La guerre rend stoïque. Entre 2 gémissements, il m'explique le coup des berzites, des dragovites et des sagudates. Avant, il n'y avait que les banclaves et on portait la moustache comme on l'entendait. Beaucoup même n'en avaient pas. Le maréchal président ne voulait pas en entendre parler. C'était la dictature, et personne ne mouftait. Et puis l'ancien a fini par canner un jour sur un pont de Bilageco, au retour d'une inauguration. Il était dans son carrosse, tiré par de grands chevaux noirs. Tout le monde croyait que c'était un fou rire. Mais non, une véritable crise d'épilepsie. À ses côtés, les ministres, les sous-marquis et les sbires riaient à gorge déployée et ne l'entendaient pas râler. Le maréchal président mort, la main de fer retombe et on exhume les vieux héritages et les anciennes querelles. En quelques mois, l'unité laisse place au maquis des féodalités et à la loi des intérêts privés. Les moustaches repoussent, de plus en plus drues, vers le bas, vers le haut, un peu des deux. C'est un mardi, je crois, le jour où l'on a commencé à se flinguer. Et ça ne s'est jamais arrêté. Des petits minables à coups de nulle part se sont taillés des principautés à coups de mousquet. Chacun a dû choisir son camp. La mère de Sid est berzite et son père sagudate. Dans le nouveau système, il ne sait plus trop où se positionner. Qui sont les méchants? Qui sont les gentils? Comme il n'est pas parvenu à répondre à la question, il est parti se la poser à l'étranger, dans un bled paumé de l'international. Sa mère, professeure de dessin, fait des ménages. Et son père, dentiste, conduit des cars. Lui, grâce à ses guiboles, il tente de se tirer vers le haut. Enfin, les choses se précisent. La piste peut-être. Dieu seul sait comment. C'est parti pour la descente. Les hôtesses écœurantes, blondes, roses et vertes sont assises et bien sanglées, la marquise sur la tête. Ça tire très fort vers le bas. Le manche doit être bloqué, c'est pas possible. Le sang me monte au visage et la guibole de Sid gonfle à vue d'œil. Pour lui, c'est la phlébite assurée. Et pour nous tous, ça commence à sentir sérieusement le crash. Dans la carlingue, on sort les chapelets et les images pieuses et on psalmodie furieusement. L'équipage n'est pas en reste. Les Fräulein roses et vertes y vont de leurs petites recommandations au ciel éternel. Tiens, moi aussi j'ai les chocottes. Fais passer une image pieuse, l'ancienne. J'ai besoin de me rasséréner un petit peu. Elle me refile celle d'un saint Régolard. Ce n'est pas trop l'ambiance, mais enfin, si le moine bourru peut me sauver. Maintenant, tout se met à trembler. Vraiment, trop bête de finir ici, planté dans une colline de passage, la gueule carbonisée dans une congère inconnue. Soudain, le cheval se cabre, et on sent les roues impacter le sol sans ménagement. Soulagement général. Vite, vite, rangeons les bondieuseries maintenant que l'avion est posé. On les ressortira à la prochaine suée. Casquette orange. L'avion tourne en bout de piste et erre maintenant dans les taxiways emberlificotés. En roulant, je regarde le paysage comme un enfant rêveur et trimballé. Nous sommes encerclés de collines douces, mauves et enneigées, qui se chevauchent anarchiquement avant de se briser dans la vallée. Des immeubles percent au hasard pour donner malgré eux aux espaces un semblant de fantaisie. Les toits ne sont ni rouges, ni noirs, ni bleus, mais d'une couleur indéfinissable, quoique tranchée. La neige monte haut et l'air glacial résonne avec un bruit mat. Nous descendons de l'avion par une passerelle bancale posée au hasard.
Peu stable, elle grince sous les pas de chaque condamné au débarquement. Les restes métalliques d'une bâtisse carbonisée se reflètent sur le tarmac givré. Il faut récupérer les bagages dehors. Une voiture à gaz tire péniblement quelques chariots surchargés. Un employé tente de disposer les valises à terre, mais les passagers ne peuvent plus attendre. Chacun la sienne. On crie, on tire, on se hisse, on se pousse, coup de coude et compagnie. Tiens, la mienne sort toute seule sur ses roulettes comme une grande. Un agent de l'YCQF doit m'attendre. Vous le reconnaîtrez à sa casquette orange, m'avait-on dit. 2 casquettes pour l'heure, il n'y en a pas bézef. Le seul truc orange qui s'agite à l'horizon, c'est le turban d'un Indien, en grande discussion avec des indigènes. Le Maharaja hurle en brandissant une carte. Les locaux le prennent pour un mendiant et veulent le virer manu militari. Vikash, c'est le nom du Maharaja, s'incline bien bas, la main sur le cœur. Il me vise d'autorité sur le crâne une rutilante casquette orange frappée du sigle YCQF. Son pick-up nous attend plus loin, là-bas, garé entre 2 blocs de containers. Des magasins réservés aux internationaux. La première chose à voir en Balaklavie. Et pour certains, la seule, selon mon guide. Le minimum vital pour tenir chez les fous. Cigarettes, gin, pizza, popcorn, jeux vidéo. Une femme ronde et cuivrée en sarré coloré et dents blanches attend à l'arrière du véhicule. Elle est entourée d'une ribambelle de garnements maigres et dorés qui gesticulent dans tous les sens en poussant des cris aigus. Les présentations sont vite faites. Madame à l'avant, entre nous deux, et la troupe de sauterelles piailleuses à l'arrière, à l'air libre, sous les flocons glacés. L'ambitieuse avenue du maréchal-président est plantée d'immeubles en larmes. Sur les façades, à l'ombre de bâches qui claquent au vent comme des voiles, des langues de suie s'en mêlent et s'agacent. Un building éventré laisse échapper un reste tiède et gras. La plupart des occupants ont fui. Seuls quelques snipers hantent encore les grottes de béton. Ils y nichent, perchés dans un coin de façade, le canon du fusil suivant les mouvements du soleil, le souffle court. Ça snipe dur sur l'avenue. Alors pas question de freiner ni de rouler droit. Les autres au slalom en descendant l'artère. On tire des bords à qui mieux mieux. Quelle régate! Le seul à ne pas s'y résoudre, c'est le tramway. Quel courage! Bien obligé d'aller tout droit, le pauvre vieux. Les ingénieurs n'avaient pas prévu le coup de la guerre civile. Le problème quand on ne roule pas droit, c'est qu'on finit par se cartonner. Si la voiture ne marche plus, on ne s'attarde pas et on abandonne la carcasse encore chaude sur la chaussée pour s'enfuir en courant. Les piétons sont rares. Des zigzagueurs déboulent de nulle part en trottinant dans tous les sens, lucioles pétillantes dans les balles traçantes. Les amulettes en santal de l'indienne embaument et ces tétons cuivrés ont certainement un goût animal. C'est alors qu'on percute un zigzagueur. Il a frappé l'aile gauche du véhicule. Impossible de le voir venir. Une bête à l'œil tournant sortie du bois. Il reste inerte dans la poussière et les tristes carrosses passent autour de lui en lévitant comme une merde. À l'arrière du pick-up, les sauterelles engourdies par le froid poussent des cris stridents. La déesse de cuivre aiguise mon courage. On ne peut pas le laisser là. Marche arrière toute. On charge rapidement la victime. Allez, à l'arrière, avec les sauterelles. Pas le temps de l'ausculter. Yallah, faut se tirer. On avisera plus tard. On tournicote maintenant entre des collines têtues qui s'obstinent à rester vertes sous la glace. Un gamin joufflu et souriant nous fait un signe de la main. En fait, un beau doigt d'honneur, bien net, bien marqué. Ici, on ne cultive pas l'ambiguïté. Il lance sur le pare-brise une boule de neige bien ronde, bien compacte. Son cœur de pierre émaille la glace bon marché qui se feuillette lentement, gentiment, sans affolement. Émir le zigzagueur. Les membres de l'YCQF logent sur la base militaire de Patmore, sécurité oblige. Avec d'autres internationaux d'organisations quelconques, ils occupent un bouquet de préfabriqués à l'extrémité du camp. Ces cages à lapins verdâtres flottent, à l'abandon, sur un sol de boutier d'as, face à des étendues infinies de jachères. Internationaux civils et militaires forment 2 clans qui ne se fréquentent guère, s'épient et se méprisent. Vikash a déposé sa petite famille dans le dernier hameau avant la base. Pour pénétrer dans celle-ci, il faut montrer patte blanche. On nous dévisage avec suspicion. Faut sortir des tas de papiers. Le problème, c'est le zigzagueur. Toute l'histoire y passe. On le soigne juste, après il s'en ira. Coup de fil au supérieur. Attente. C'est d'accord, mais uniquement le temps des soins. Après, il devra être reconduit à la sortie. Vous en êtes personnellement responsable. La base est plate, parfaitement arasée par la paume d'un vent incessant. Des axes d'égale largeur dessinent à angle droit des quartiers superposables. On arrive devant l'infirmerie, une boîte comme les autres, mais avec une croix rouge de Templier.
Nous sortons le zigzagueur de l'habitacle, à moitié évanoui, et des infirmiers en blouse blanche et rangers s'en saisissent avec précaution. Vikash reste avec lui et m'explique comment rejoindre mon préfabriqué. Quelques détours infructueux et les explications sont vite oubliées. C'est quoi ces carrosses oranges? De gros pick-up YCQF au débouché d'une ruelle. On est en pleine journée et pas un chat dehors. Sur la porte d'une cage, une étiquette à mon nom. Ma cage à poules est sommaire. Une table, un tabouret, un lit et une petite lucarne sombre. Drap blanc et couverture verte sont posés sur un matelas à gros yeux de poisson. Merveilleux silence d'une caserne abandonnée. Par la lucarne, une discrète échappée permet, quand on penche la tête, d'accrocher un morceau d'horizon. Je suis bien le seul à être content de mon bouge. Les autres civils ne cessent de se plaindre. On veut bien aider son prochain, mais pas à n'importe quel prix. Il y a un minimum tout de même. À coup d'autorumination collective, une délégation d'humanitaires à casquette finit par demander audience au chef du casernement. Le colonel russe, moujik à longue barbe, habitué à séjourner sous la tente pendant des mois entiers en pleine Sibérie, ne comprend pas le problème et leur tend une bouteille d'alcool de grain. Le camp abrite plusieurs contingents militaires de différentes nationalités. Le colonel Müller, commandant de la base, est chargé du bon ordre dans cette tour de Babel. Chaque communauté a ses spécificités. Les Ghanéens, par exemple, sont hermétiques au code de la route. Les priorités de passage, ce n'est pas le fort des guerriers subsahariens. Pris à défaut, ils se lancent dans d'interminables palabres avec une police militaire teutonne, évidemment tatillonne. Les fantaisies de conduite ne sont malheureusement pas le seul problème. Une hausse anormale de la consommation d'électricité pourrit la vie du colonel Müller. C'est à peine croyable. On a encore consommé au mois de juillet autant que pendant les 6 mois d'hiver réunis. Il charge un capitaine de mener l'enquête. On découvre un faisceau de câbles tirés à même le sol depuis les bâtiments d'un contingent. Les fils franchissent les barbelés du camp et s'enfoncent dans la vallée. Les enquêteurs remontent patiemment le fil d'Ariane pour tomber 5 ou 6 kilomètres plus loin sur un groupe d'habitations. Ça sent le détournement d'énergie, pense à juste titre le capitaine. Dans le bureau de Herr Müller, le chef du contingent feint de ne pas être au courant. Sous la menace du Knut, il reconnaît une initiative humanitaire afin de soulager les souffrances hivernales des habitants du village voisin. Ces types-là avaient trop froid, alors contre quelques roupies, on a fait des branchements. Au moins, la communauté internationale est bien vue. Et puis, le contingent se fait un peu d'argent de poche. Pour Herr Müller, il faut détruire immédiatement cette installation sauvage. Des sapeurs exécutent l'ordre avec une belle diligence. Ils coupent les fils en gloussant dans la neige, trop heureux de faire la nique à leurs collègues. Ils ne prêtent même pas attention au maire autoproclamé du village, un moustachu vers le haut, furieux, qui réclame ses roupies en tambourinant des 2 pieds sur l'asphalte. La salle à manger du mess est d'un gris cafard. On pressent depuis les fenêtres embuées un ciel toujours exténué. Tout d'un coup, une silhouette autrefois familière. Yves Lauriston, jeune magistrat qui se flattait en se prenant déjà pour un vieux con. Je salue ce brillant désabusé avec civilité. On a l'impression de s'être quitté la veille. Son regard est magnifiquement droit, toujours aussi courtois. Il m'explique en peu de mots la raison de sa présence incongrue. Il est officier de réserve. Il y a maintenant 3 mois qu'il est au service juridique de l'état-major. Son séjour se passe bien, mais il a 2 problèmes. Comprendre les ordres de son supérieur, un gros commandante espagnol qui baragouine l'anglais comme un singe de Gibraltar, et son insigne de béret, une hache de licteur romain. On le croit aumônier militaire. Ils veulent tous une bénédiction. C'est le week-end, et la base est désertée. Quelques militaires, des Africains, une poignée d'internationaux surendettés. Pour le reste, dès le vendredi soir, on taille la route d'Ardar en couple informel vers les palmiers de la côte. L'infirmerie me demande de récupérer le zigzagueur. Son épaule est remise. Une écharpe blanche la maintient près du buste. Le blessé, pas très vaillant, m'attend sur une chaise de plastique rouge. L'infirmier en Rangers me remet des médicaments, puis je signe un formulaire. Le zigzagueur s'appelle Émir. C'est un type à la recherche de sa femme. Un matin, elle est partie au travail, puis plus rien. Silence radio. Il est persuadé qu'elle a été enlevée. Elle doit se trouver quelque part dans les geôles d'une milice à la con. Lui, il refuse de se battre, de rentrer dans leur hystérie collective. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa femme. Il cherche au hasard, persuadé qu'il va un jour tomber dessus. Pour l'heure, il ne sait pas où aller. Il est sans famille. Le peu d'amis qui lui restaient sont morts décanillés par les guérilleros. Reste donc avec moi un bout de chemin. Je vais t'aider à la retrouver, ta femme. Je vais t'installer dans mon bouge et je te ferai passer pour un agent de l'YCQF. On n'aura qu'à dire que t'es muet.
Toute manière, t'es pas causant, et puis tu portes si bien la casquette orange. Ta femme s'appelle comment? Leïla? C'est beau ça, Leïla. Ça fait rêver. Ça sent l'Orient. En marchant vers ma cage à lapins, je regarde le zigzagueur. Mon premier ami au Cosmo World. C'est un homme jeune, de taille moyenne, trapu, costaud, avec des épaules très noueuses. Les traits du visage sans nuance, taillés à la serpe. Un œil fauve très légèrement étiré d'une simple touche qui donne à ses pommettes hautes un goût de steppe barbare. Une bouche charnue un peu cruelle, ornée de propos abrupts. Un sourire de nuage rayonnant aussi généreux que changeant. Des yeux sombres, pénétrants, insoutenables. Une expression instable et agressive d'homme blessé. Il parle peu. Il annonce un semblant d'international et on arrive à se comprendre. Il ne porte aucune moustache. Il n'a pas d'ethnie. Il n'en veut pas. Il se dit Balanclave, point final. Ce sera toujours Émir le zigzagueur, sans autre adjectif ni qualificatif. Le silence enserre nos têtes avec ses mains d'écarisseur. La seule activité possible est de broyer du noir en déambulant dans le camp. Émir m'accompagne dans ses pérégrinations sans but. Il devrait pourtant rester au chaud car il est fiévreux. Mais il me suit, partout, en claudiquant comme mon ange gardien. On retrouve l'abbé Lauriston aux messes. Il regrette de ne rien connaître du pays. Les membres de l'état-major sortent très peu. Depuis son arrivée, il est resté coincé entre le préfabriqué, le mess et son bureau. Il se plonge donc à cœur perdu dans la lecture de vieux guides touristiques que son frère lui envoie depuis Paris. Que c'est beau la Balanclavie, la nuit, depuis son lit. C'est ainsi en tout cas que Lauriston la visite, soir après soir, dans son préfabriqué, chapitre après chapitre, quand le singe de Gibraltar a cessé de les lui briser. Tous ces Balanclaves viennent de très loin. Ils ont bâti des ponts et des coupoles, des tours et des palais. Tous fameux, ces habiles ingénieurs. Et quel paysage! Montagnes acérées, collines dodues, côtes déchiquetées, et îles par myriades entières. Ces femmes magnifiques, grandes et guerrières, l'air fier. Nous passons d'agréables instants tout habillés de froid et de mélancolie. La neige tombe, paisible et indifférente, recouvrant de flocons azurés la mare de Bouffade. Sur les crêtes, des oiseaux de diamants surgissent, avec des détonations de poudre.